Olivier Manoni, vous êtes journaliste, biographe et un éminent traducteur. Votre travail colossal de traduction, au moins 200 livres traduits, vous a mené à être nommé président de l'Association des traducteurs littéraires de France entre 2007 et 2012. En 2018, vous recevez le prestigieux prix littéraire allemand Eugène Elmlé et 4 ans plus tard, en 2022, la publication de votre livre Traduire Hitler aux éditions Héloïse d'Ormesson vous a valu une nomination au prix Femina. Et enfin, en 2023, le ministère de la Culture français vous nomme au grade de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Parmi les auteurs que vous avez traduits se trouvent Sigmund Freud, L'inconscient, chez Payot, entre autres, Goethe, Kafka, Stefan Zweig, et je passe un bon nombre. Mais là où votre travail prend une dimension plus que littéraire, c'est en traduisant les écrits de nazis notoires comme Joseph Goebbels, cerveau de la propagande nazie, ou les correspondances entre Heinrich Himmler, père de la solution finale, et sa femme, et évidemment Mein Kampf d'Adolf Hitler. Mais ce qui différencie votre travail sur des autres traductions qui ont été faites de Mein Kampf, c'est que vous avez traduit, disons, depuis le livre source. Alors après avoir écouté et lu un petit peu certaines choses sur vous, j'en arrive à la conclusion que vous êtes quelqu'un de profondément humaniste. Je me trompe? Oui, enfin, c'est quelque chose que je revendique, en tout cas, après l'être. Voilà, oui, non, tout mon travail et toute ma très modeste action politique ou intellectuelle vise effectivement à défendre des bases humanistes qui, pour moi, sont essentielles je pense même la survie de notre espèce dans les décennies qui viennent. Je pense que c'est très, très court. Je pense que cet esprit humaniste qui s'est exprimé dans des réalisations absolument extraordinaires est battu en brèche partout par des gens assez différents d'ailleurs, et que il y a beaucoup de travail à faire pour le défendre. Et je fais partie, je crois, des gens qui le défendent aujourd'hui. Mais enfin, il y a beaucoup, beaucoup de monde, je crois, qui ont pris conscience de ça. Et simplement, les moyens de se défendre sont divers et multiples. Pour moi, c'est la traduction. Alors, j'aimerais savoir un petit peu, et là je parle particulièrement au niveau personnel, est-ce que cela a provoqué à un humaniste comme vous de traduire l'inhumain? Bien sûr, c'est une provocation, évidemment. Mais je veux dire, on ne peut pas défendre des positions humanistes sans savoir ce qu'il y a en face, d'une part, sans le comprendre. Donc, bien avant les textes que vous avez cités, les 4 textes sources que j'ai traduits, j'avais déjà traduit une quarantaine de textes sur le nazisme, et je continue d'ailleurs à en faire aujourd'hui. Donc, des textes d'analyse, de compréhension. Quand vous êtes confronté à ça pendant plusieurs années, enfin plusieurs décennies pour ce qui me concerne maintenant, il y a forcément un moment où vous devez vous confronter avec la racine, si vous voulez. Or, la racine du nazisme, en l'occurrence, ce sont des hommes, ce sont les textes qu'ils ont écrits, ce sont les idées qu'ils ont défendues. Si vous faites demi-tour devant cet obstacle-là, vous ne pouvez rien comprendre. Et l'entreprise qui a été la retraduction de Mein Kampf dans cet ouvrage, donc qui est un ouvrage collectif, hein, avec un immense travail d'historien qui a encadré le livre, qui l'ensert littéralement avec un appareil de notes et de présentation gigantesque, ce travail-là visait aussi, si vous voulez, à remettre ce livre dans son cadre et à faire comprendre d'où était la racine du mal, hein, d'où le titre Historiciser le mal, comment le mal apparaît dans l'histoire, comment est-ce qu'il surgit, et par quel biais il arrive à convaincre. En fait, c'était vraiment ça moi, mon but, les historiens, c'était vraiment de faire un véritable manuel d'histoire sur ce texte, c'est-à-dire d'arriver à développer une historiographie autour d'un texte écrit source qui avait la réputation d'être maudit et donc auquel les gens, en fait, s'étaient fort peu intéressés, ce qui est regrettable parce que ne pas s'intéresser à un texte comme ça, c'est refuser de comprendre à un moment d'où ça vient, quoi. C'est détourner les yeux. Vous avez dit un texte maudit. C'est vrai que beaucoup de gens considèrent ce livre comme un grimoire du mal, on va dire, ou le livre, même peut-être pour l'époque contemporaine, le livre du mal. Comment dire, votre travail aussi a consisté à démystifier. Alors, Euh, mon travail, moi, a consisté à faire passer le texte d'une langue à l'autre, tel quel. Et autour de moi, les historiens qui travaillaient sous la direction de Florent Braillard ont mené un travail systématique de ce qu'on appellerait aujourd'hui le débankage, si vous voulez, le démontage du texte, qui est un tissu de mensonges et de stupidité,
pour expliquer d'où venaient les idées, où est-ce qu'il était allé piocher telle ou telle idée, pourquoi telle chose qu'il racontait, par exemple, sur son passage dans l'armée était un mensonge. Voilà. Donc ça, c'était un travail d'encadrement du texte. Moi, mon travail à moi consistait à le rendre, avec leur aide aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions avec les historiens, à le rendre aussi fidèle que possible à l'original. Voilà, c'était ça. Alors, on vous a surnommé le traducteur d'Hitler, vous seriez plutôt le détracteur d'Hitler. Oui, enfin, la traduction, vous savez, c'est quelque chose qui pardonne pas, hein. Un mauvais livre que vous traduisez, il reste plus rien au bout. Une fois qu'on a fait ce travail de démontage, l'artifice qu'on peut utiliser dans une langue, il fonctionne dans une seule langue. Le traducteur qui va s'attaquer à un texte qui est complètement creux, le texte original va littéralement partir en poussière dans ses mains. On le voit très bien avec des textes de disciplines qui ont développé un très gros jargon, comme la sociologie ou la pédagogie, par exemple. Quand on travaille dessus vraiment en essayant de chercher ce que font tous les traducteurs, non pas seulement les mots, mais le fond, on arrive parfois à avoir des textes qui se désagrègent, qui nous tombent entre les mains comme du sable. Qui est au cœur d'ailleurs disons, du mécanisme de propagande de nazi, non? Qui est la Oui, confusion. oui, oui, tout à fait, parce que alors il était doublement ou triplement, si vous voulez. La confusion, d'abord, ça a été la confusion politique au moment de faire campagne, c'est-à-dire que quand vous avez un programme dont vous savez qu'il va inévitablement provoquer une violence absolument gigantesque, vous ne le dites pas. Donc toute l'arrivée au pouvoir des nazis, elle se fait dans la violence, puisqu'il y a des combats de rue déjà très très violents, mais le programme euh, qui est défendu par Hitler à ce moment-là, est un programme qui ne dit pas réellement où il va. Donc il y a déjà une première dissimulation là. Ensuite, c'est un langage qui fait peur, donc qui se fiche totalement de la cohésion et de la logique, qui simplement impose, qui donne des ordres. Vous savez, c'est ce qu'on voit dans ce film génial qui est Le Dictateur de Chaplin, où la voix de Hitler se Oui, transforme en hurlement à un moment et fait au point qu'il fait et baisser c'est le les haut-parleurs micro. dans la rue. Bon, mais c'était exactement ça. Et puis un travail de dissimulation qui commence politiquement, mais qui se finit aussi du point de vue juridique, c'est-à-dire que à partir du moment où sont engagées les grandes opérations d'extermination, d'abord l'extermination des malades mentaux et des handicapés physiques, puis la Shoah par balle, puis la Shoah tout court avec l'extermination industrielle, à partir de ce moment-là, il y a tout un travail, si vous voulez, d'élimination des preuves linguistiques qui va être développé par les nazis et qui recrée un langage de dissimulation dont je parle aussi dans mon livre. Et on va peut-être en parler. C'est un langage qui revient aussi aujourd'hui. Voilà. Alors, justement, on en reparlera un peu plus tard. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, mais que peu de gens considèrent, c'est ce qui a précédé, ce qui a précédé le nazisme. Alors, il a été précédé entre 1918 et 1932 parce que ce qui a été appelé la révolution conservatrice allemande, ce que Louis Dupeux a nommé le préfascisme allemand. Mm. Euh, Quelles étaient les caractéristiques de ce préfascisme allemand et quelle importance cette mouvance a-t-elle eu dans la montée du nazisme par la suite? Alors, il y a une double mouvance. La première, c'est un mouvement qui est assez ancien, qui date de la fin du 19e, qui est ce qu'on appelle le mouvement Völkisch, qui va qui va jouer un très grand rôle, si vous voulez, dans les classes populaires. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il y a une ethnie allemande, qu'il y a, etc., un territoire allemand, un terroir allemand, un art populaire allemand qu'il faut défendre. Tout ça se mélangeant avec quelques considérations politiques et des considérations un peu ésotériques, si vous voulez. Il y a des mélanges religieux. Enfin, c'est une espèce d'idéologie extrêmement vaseuse. Et après 1918, après la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale, il y a un courant intellectuel qui se profile, qui est cette révolution conservatrice dont vous avez parlé, et qui là va toucher un autre public. C'est qui va toucher un public de jeunes intellectuels, d'étudiants, de professeurs, etc. Parmi ces personnes-là, il y a des gens tout à fait prestigieux. On retrouve Ernst Jünger, on retrouve le juriste Carl Schmitt, un monsieur qui s'appelle Nikisch, un autre qui s'appelle Müller, qui sont des écrivains, des penseurs, si vous voulez, tout à fait, je ne dirais pas importants, mais ils sont importants pour Carl Schmitt et Jünger, et qui écrivent des textes à ce moment-là qui visent clairement à briser, si vous voulez, les tabous qui tiennent la démocratie allemande. C'est un travail de sape qui est mené par des intellectuels d'une manière tout à fait consciente, tout à fait méthodique et extrêmement violente. Je cite dans mon livre un texte de Jünger sur les Juifs qui est absolument odieux. C'est incroyable qu'un homme comme ça ait pu écrire des textes comme ça. Ils sont relativement c'est pas des textes d'enfance, hein, il écrit ça en 1930 en l'occurrence.
Bien. Vous soulignez que l'une des principales caractéristiques du nazisme est de casser justement ces barrières morales. Lesquelles et comment ont-ils procédé pour casser ces barrières morales? Alors, les barrières morales qu'il faut casser, d'abord, il y a un phénomène en Allemagne qui est l'intégration absolue de ce qu'on peut appeler la communauté juive, mais qui n'en est déjà plus, c'est-à-dire une communauté, excusez-moi, une communauté euh, qui s'est tellement intégrée, si vous voulez, qu'on a, à la fin du 19e, début du 20e siècle, on a une vague d'abord de naturalisation et ensuite de changement de nom, de conversion au christianisme. Donc, c'est une communauté, si vous voulez, juive qui est absolument pas, qui n'a aucun rapport avec ce qu'elle peut être dans les shtetl du centre de l'Europe, où il y a vraiment des traditions extrêmement ancrées du judaïsme ashkénaze qui vont se perpétuer jusqu'à l'arrivée des nazis. Et en Allemagne, on a vraiment un judaïsme qui s'est totalement embourgeoisé, si j'ose dire, germanisé. Et donc, il va falloir expliquer aux gens que ces gens-là, non, ce ne sont pas des Allemands. Aujourd'hui, on dirait que ce sont des Allemands de papier. C'est-à-dire qu'il va falloir les exclure de la société, les faire passer ailleurs, et donc on va les désigner, les stigmatiser et petit à petit les pousser hors de la société. Voilà. Ça, c'est le premier tabou qu'il faut faire tomber, c'est-à-dire l'idée qu'il y a au sein de l'Allemagne une communauté qui, bien qu'étant parfaitement intégrée, est une communauté ennemie, voire dangereuse. Et bon, on pourrait comparer cela à certains discours d'aujourd'hui qui parlent d'échoir de la nationalité. Bien entendu, c'est exactement le même phénomène. Si vous voulez, vous prenez une communauté X ou Y, vous prenez des situations à droite, à gauche que vous déformez, que vous grossissez, et vous arrivez à l'idée qu'on a ce qu'on appelle aujourd'hui en France le grand remplacement, c'est-à-dire une communauté qui a décidé de qui a décidé de s'emparer d'un pays qui, dans le cas de l'Allemagne, le trahit et donc est responsable de la défaite militaire et qu'il faut, alors à l'époque on dit pas, on parle pas encore de déportation, mais enfin qu'il faut écarter, hein, entfernen, éloigner de l'Allemagne, comme on dit aujourd'hui, remigrer en France. C'est le même type de vocabulaire, si vous voulez. Voilà. Donc ça c'est le premier tabou moral. Deuxième tabou, c'est la violence, qui n'était pas du tout. Enfin, après 1918, les Allemands, on peut penser que ils vont cesser, enfin, quitter la vieille rhétorique militariste qui s'est installée depuis Bismarck en 1871. Et ce mouvement-là va relancer au contraire le militarisme, relancer l'esprit guerrier, le masculinisme, le culte du héros, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment un mouvement culturel très, très profond, très, très fort qui va imprégner le pays et en fait ouvrir les portes derrière au nazisme. Alors c'est étrange ce que vous dites, puisque quand on prend certains leaders politiques actuels, en passant évidemment par Santiago Abascal de Vox ici en Espagne, on passe aussi par Poutine. Alors ces images de personnages virils, autoritaires, Tout à fait. et qui justement ont un discours qui fait tomber certaines barrières morales. Euh, donc ces caractéristiques actuellement existent. Ne parlons même pas de Bolsonaro. Mmh. Mmh. Donc, ces caractéristiques, vous pensez qu'elles sont déjà ou qu'elles sont revenues à l'heure? Je pense qu'il y a eu pendant quelques décennies un certain nombre de mouvements, si vous voulez, qui les ont écartés, qui les ont mis de côté des sociétés. Il y a eu le mouvement des années 68 déjà, qui était violemment antimilitariste, qui était le mouvement hippie aux États-Unis, qui s'est pendant plusieurs décennies, deux ou trois, je dirais, constitué en opposition précisément à toutes ces valeurs-là, en opposition à la violence, en opposition, etc. En France, des courants politiques et en Espagne aussi, je veux dire, l'émergence d'une gauche relativement libertaire, plutôt antimilitariste, etc. Ce sont des courants qui ont été très puissants en Europe, hein, jusque dans les années 2000-2010. Hein. Bon, en France, ça a été l'émergence du Parti socialiste de François Mitterrand. Et la conscience, si vous voulez, qu'il y avait quand même un antifascisme actif, militant. Et quand on a vu monter le Front National, il y a eu un front anti-national, si je veux dire, en tout cas anti-front national, qui s'est créé immédiatement et qui a résisté très très longtemps, qui est aujourd'hui en train de s'effondrer chez nous, très clairement. À ce point-là? Oui, oui, oui. Je crois qu'il y a des lignes qui sont en train de s'effondrer.
aussi bien à droite, mais ça on le savait, si vous voulez, le parti qui s'appelle les Républicains, qui est un parti héritier, enfin qui se veut l'héritier de Gaulle, je pense pactiserait sans trop de difficultés avec les gens du Rassemblement national, qui sont quand même les descendants et non seulement les descendants, mais aussi les défenseurs de gens qui ont fait partie de l'organisation armée secrète et qui ont tiré sur De Gaulle à plusieurs reprises. Ce mélange-là, il est en train de se faire. Et puis, dans le discours officiel du gouvernement actuel, qui est, disons, centre-droit, on entend des choses qui sont extrêmement surprenantes sur sur l'accueil des réfugiés, sur l'ordre, sur la nécessité de rétablir l'ordre en France, sur le traitement, si vous voulez, des gens qui n'ont pas de travail, par exemple, des choses comme ça, voilà, qui sont des discours qui ne sont pas d'extrême droite, mais qui rouvrent à un retour la porte, si vous voulez, à des choses euh, qui sont des pentes qu'on peut prendre. Alors, j'aimerais revenir sur votre livre, Traduire Hitler, et j'aimerais que il est clair que vous faites une étude non seulement littéraire, mais une étude aussi au niveau de la syntaxe, au niveau de la phonétique, puisque les sons sont très importants pour Hitler, surtout durant ses discours. Je veux dire, des mots qui claquent, euh, Mhm. comme des faux, et vous avez dit d'ailleurs dans une interview. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus sur ce mécanisme qu'a utilisé Hitler, qui est aujourd'hui utilisé par des personnages d'extrême droite, depuis les États-Unis jusqu'au Brésil, en passant par l'Europe en général. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus sur ce mécanisme qu'a utilisé Hitler? Écoutez, oui, effectivement, c'est un mécanisme qu'on retrouve aujourd'hui, qui consiste d'abord à tenir un discours utopique, mais pas au sens d'une création d'utopie. Un discours utopique au sens où on va euh, affirmer des choses et proposer un projet qui peut être millénariste, qui peut être le retour, par exemple, Make America Great Again, qui est un slogan qui est typiquement millénariste. Ça veut dire que on veut restaurer une grandeur d'un pays qui n'en manque pourtant pas, et on va marteler dans la tête des gens que le pays a beaucoup souffert à cause justement de tout ce que je viens de vous dire, à cause des gens qui défendent la démocratie, à cause des féministes, à cause des gens qui défendent les minorités, etc. Que donc il faut refaire une grande Amérique qui efface tout ça, qui balaie tout ça. Mais c'est jamais dit. À aucun moment vous n'entendez Donald Trump expliquer qu'on va balayer tout ça. Il est dans la confusion la plus totale. Je vais vous prendre un exemple très simple. Ce sont les juges qu'il a nommés, pardon, à la Cour suprême, qui ont fait sauter les verrous qui interdisaient aux États d'interdire l'avortement. Depuis 2 mois ou 3 mois que Trump est en campagne, à aucun moment il ne revendique sa responsabilité sur cette situation. Il est toujours à dire, mais non, c'est les autres, c'est pas moi, j'y suis pour rien. Parce que politiquement, c'est indéfendable pour lui. Et s'il perd les élections, ce que j'espère très très vivement aux États-Unis, ça sera entre autres à cause de ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont toujours trop loin parce qu'ils pensent que dans la violence, dans la confusion du langage, etc., et dans l'action rétrograde, réactionnaire, ils ont une chance de conserver le pouvoir. C'est exactement la même chose pour Bolsonaro en Argentine, qui a fait toute une campagne comme ça et qui s'est retrouvé à la fin face au réel, c'est-à-dire un désastre économique, un désastre politique et un Brésil pardon, qui va pas du tout bien au bout de ces années de pouvoir. Voilà. Alors, c'est étrange puisque en 2018, il y a eu un professeur d'université de communication politique et d'opinion publique qui s'appelle Victor San Pedro, qui écrivait dans son livre La diète digitale, je vous le montre, Mhm. et il écrivait la chose suivante sur Trump, justement. Alors, j'aimerais savoir un petit peu si vous êtes d'accord avec lui. Il était celui qui a le plus de ressources et d'expérience pour convertir la politique en spectacle, pour rentabiliser le show à sa faveur. Tout ce qu'il disait ou faisait était de l'autopromotion. Son discours était continu et coléreux, conçu pour séquestrer l'attention du public et la polariser. Il détruisait toute possibilité d'établir un dialogue social raisonnable
Il contredisait la vérité et la logique. Il était en campagne électorale permanente en déclarant des mensonges irrationnels. Et c'est ainsi qu'il justifiait une politique ouvertement raciste, homophobe et militariste. Oui, c'est une très belle description. J'aime beaucoup l'idée de séquestrer la pensée, c'est exactement ça. Et c'est là, si vous voulez, où le parallèle existe entre tous ces dirigeants. Et ça vaut aussi pour Poutine, hein. Il y a une volonté d'empêcher la réflexion. Il y a une volonté de bloquer, c'est-à-dire de mettre des espèces de pitons de béton, vous savez, comme ce qu'il a mis sur les côtes de la Crimée, pour empêcher toute réflexion. Pour qu'à un moment, on dise non, vous n'avez pas le droit, c'est terminé, on ne réfléchit pas comme ça, ça ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est typique de cette espèce de pensée totalitaire qu'on peut, on peut pas l'appeler fasciste au sens premier, je veux dire au sens mussolinien du terme, parce que les caractéristiques du fascisme étaient quand même très très claires. C'est une pensée violente, autoritaire et qui est multiforme, je veux dire, qui a énormément de formes d'apparition possibles. Le nazisme en a été une, qui a été absolument dévastatrice, enfin, des dizaines de millions de morts. Dont 6 millions brûlés dans des fours crématoires et assassinés par balles. Mais vous avez des formes, disons, plus douces qui aboutissent, par exemple, pour reprendre Trump, sur le 6 janvier, sur une tentative de putsch utilisant tous les moyens qui sont décrits là, c'est-à-dire la violence du langage, mais aussi la dissimulation qui pouvait permettre à Trump de dire mais j'y étais pour rien, de la même manière que les nazis pouvaient dire mais on n'a jamais rien fait à Treblinka ou à Auschwitz. Toute proportion gardée, hein. Je ne dis pas du tout que Trump est un exterminationniste, mais dans l'usage du mensonge, dans la séquestration de la pensée, pour reprendre ce très très beau mot que je me réapproprierai sûrement un jour, y a exactement les mêmes méthodes, si vous voulez. C'est une méthode violente d'autopromotion, le terme est exactement ça, d'autopromotion virulente, hystérique au sens de l'hystérie masculine qu'on emploie souvent aujourd'hui, c'est-à-dire totalement mu par des sentiments et pas du tout par la raison. Et au bout du compte, des résultats qui partout, sombrent dans la violence, que ce soit chez Bolsonaro, chez Poutine, chez Trump ou chez Hitler. Alors, dans ce sens-là, je vais vous lire un extrait d'un discours d'un politicien qui a été fait en 2021. Et j'aimerais que vous me disiez, je pense tout à l'heure, vous l'avez cité, donc je pense que vous allez être d'accord avec cette comparaison, qui disait la chose suivante. Maintenant, Pedro Sanchez, qui se croit plus cool que tout le monde, a inventé le plan ou l'agenda 2020-2050, qui n'est autre chose qu'un agenda de substitution de la population, en soulignant que 250 000 immigrés par an vont être légalisés. Et il répète par la suite, c'est un plan délibéré de substitution de la population. Ils veulent substituer un peuple par un autre. Cela rentre-t-il dans ces caractéristiques justement du discours utilisé par la propagande nazie? Bah, tout à fait. Alors bon, vous avez cette version en Espagne, nous avons la version dite du Grand Remplacement, qui est une vieille lune qui vient de très bien, qui est de très loin, qui vient d'après la guerre, et qui effectivement qu'on retrouve dans Mein Kampf, hein. Dans le chapitre 11, vous avez du premier livre, vous avez un chapitre qui s'appelle Race et peuple, et où Hitler explique que les Allemands sont en train d'être phagocytés, d'être remplacés petit à petit par les Juifs, sur tous les plans, sur le plan professionnel, sur le plan de l'information, sur le plan, etc., et sur le plan sexuel aussi. Donc ça joue aussi ici beaucoup le fantasme de la population qui vient se mêler aux jeunes vierges espagnoles ou françaises pour souiller le sang français. Voilà, on retrouve effectivement les mêmes fantasmes, les mêmes délires, d'autant plus absurde, si vous voulez, que la France est un vieux pays d'immigration depuis des décennies. On a eu les immigrés espagnols, on a eu les immigrés italiens, et à toutes les générations d'immigration, enfin à toutes les vagues d'immigration, on a entendu exactement le même discours. Parce que je vais prendre le cas de l'Espagne, où vous avez des affiches contre les Espagnols et contre les Italiens qui sont mais immondes. Enfin, c'est épouvantable. On appelait les Espagnols les Espingouins, on expliquait qu'ils étaient sales, qu'ils étaient incapables de s'intégrer, qu'il fallait vraiment les renvoyer de l'autre côté des Pyrénées au plus vite. Et c'était l'extrême droite qui menait ces discours-là à l'époque, Les hein. indésirables, disait même. Voilà, tout à fait, exactement. Donc, c'est le même discours, si vous voulez, qui prend une population donnée comme
comme cible, souvent pour cacher d'autres choses. Alors, j'ai propos du Marx. Je veux souligner que ce discours est de Santiago Abascal, de Vox. Oui. Mhm. C'est pas C'est-à-dire, étonnant. ouais, C'est ouais, pas étonnant. absolument. Mais bon, alors ici, on l'entend chez Zemmour, hein, beaucoup, chez Marion Maréchal Le Pen, donc la nièce de Marine Le Pen, euh, aussi beaucoup au Rassemblement national, mais qui a mis de l'eau dans son vin parce que au début, c'était simplement un parti d'agitation. Maintenant, ça devient un parti susceptible d'arriver au pouvoir et il commence même à y croire. Et donc, le discours a un petit peu baissé de ce point de vue-là. Mais le terme de grand remplacement, pendant la dernière campagne présidentielle, on l'a entendu dans la bouche de la représentante de la droite libérale, donc de l'héritière de Gaulle et de Jacques Chirac. Si vous voulez, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu cru possible il y a encore 10 ans. Et c'est en train de s'étendre en Europe, non? Ce genre de discours. Alors, pour ce que je vois, en Allemagne, il a repris du poil de la bête. La FD gagne du terrain très régulièrement. Elle devient même extrêmement menaçante dans les Länder de l'Est de l'Allemagne, les anciens Länder de la RDA. Et oui, ils concurrencent maintenant, voire double le SPD, le Parti social-démocrate, et seule la résistance pour l'instant de la CDU-CSU, donc des chrétiens démocrates en Allemagne, les écartent du pouvoir. Mais rien ne dit qu'ils n'y arriveront pas un jour. Et en Allemagne, certains d'entre eux tiennent des discours ouvertement néo-nazis. Alors, j'aimerais vous poser une petite question, puisqu'il y a une œuvre en particulier assez horrible que vous avez traduite en 1999, qui est le livre d'Ernst Knet, Mhm. j'ai bien Oui, prononcé, qui est La oui. médecine nazie et ses Mhm. victimes, chez Actes Mhm. Sud. Mhm. Alors, une médecine qui était directement impliquée dans ce que les nazis ont appelé l'opération T4, qui a été suivie par d'autres opérations plus tard, avec des opérations, bref, qui visaient à exterminer les handicapés physiques et mentaux, et qui a fait entre 70 000, 80 000 victimes, corrigez-moi Mhm. si je ne me Mhm. trompe, dont 10 000 enfants, non? Mhm. Alors, c'est un pavé de 500 pages, je crois. Euh, Ici, l'Espagne, beaucoup de prisonniers, par exemple, dans le camp de concentration de Mauthausen, ont été envoyés dans ce qu'ils appelaient la maison de repos, le château de Fragmos, où il y a eu évidemment des expérimentations avec des humains. Mhm. 499, je crois, 499 Espagnols qui ont été envoyés dans ce Mhm. centre d'euthanasie. Ils disent donc, Mhm. ouais, d'eugénisme plutôt, plus que de l'euthanasie. Quel impact a eu ce livre sur vous? Bon, ça a été un des livres qui m'ont le plus marqué. Le livre d'Ernst Klee est un livre qui va jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire qu'il détaille tout, il décrit tout, et c'est absolument insupportable. Tellement insupportable qu'il a arrêté d'écrire, lui, après l'avoir fait. C'est-à-dire que vous touchez vraiment les limites de l'humain. On parlait du mal tout à l'heure, là, vous êtes vraiment dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune morale, il n'y a plus que de l'utilité, de l'utilitarisme. C'est-à-dire on a le droit de torturer les gens, on a le droit de mutiler les gens, on a le droit de faire subir des expériences abominables à des gens, pourvu que ça puisse nous servir à nous, Allemands, par exemple, dans le domaine militaire. Et il y a des choses qui sont tout à fait insoutenables. Maintenant, c'est un livre essentiel. Je veux dire, c'est un livre qui, moi, me porte dans une colère noire et profonde et perpétuelle depuis que je l'ai traduit. Parce que je sais, si vous voulez, où tous les mots dont on vient de parler, où ça mène, où ça va. Plus la stigmatisation, plus l'exclusion de l'autre s'impose, plus vous risquez de tomber dans ce genre de monstruosité. Et historiquement, ça se voit partout, hein. Je veux dire, dans tous les pays où des dictateurs de ce type-là, fonctionnant sur la violence, etc., je pense à la Syrie, je pense à la Libye, je pense à l'Irak, je pense à Poutine, qui est en train de transformer son pays en zone de torture, mais aussi à l'Iran, qui est d'ailleurs son allié, c'est pas tout à fait un hasard. Ces gens sont absolument prêts à tout pour imposer leur idéologie, qui est même pas une idéologie, qui est une espèce de mouvement, si vous voulez, de mouvement de haine et de destruction, et pour garder le pouvoir. Voilà. Donc, les nazis ont utilisé les fake news.
Oui, c'était même leur moteur principal, absolument. Il y a une phrase de Hitler dans mon livre, que je cite dans mon livre, qui est peu connue, mais où il définit ça de manière très très claire, hein. Il dit, peu importe ce qu'on pense de nous, peu importe qu'ils nous portent, alors je connais plus le texte par cœur, peu importe qu'ils nous prennent pour des bouffons, etc. L'essentiel, c'est qu'on parle de nous. C'est tout. Et tous les moyens étaient bons. Absolument tous les moyens étaient bons, y compris désigner une partie de la population à la vindicte des autres, y compris multiplier les fausses informations sur la réalité militaire, par exemple, du pays, sur les causes de la défaite. Oui, ils ont inventé les fake news, ils ont inventé le buzz, ils ont inventé énormément de choses. Ils ont même inventé le téléthon. Donc, voilà. Ah oui, à ce point-là. Alors, et c'est là que j'aimerais revenir un petit peu sur ce que vous venez de dire sur cette multiplication des fake news dans la situation où on se retrouve aujourd'hui avec les réseaux sociaux, où il a été prouvé scientifiquement une fake news, comment dire, voyage 4 fois plus Mm, rapide qu'une nouvelle réelle, mm, mm, vérifiée. Donc aujourd'hui, on est dans une situation pire mm. puisque les réseaux sociaux aujourd'hui sont plus que des porte-voix. Oui, alors, c'est un mélange assez étrange. Moi, je suis beaucoup sur Twitter parce que pour moi, c'est un outil de travail et aussi un outil militant. C'est un outil extrêmement dangereux. Twitter est en train de devenir un bourbier et je suis en train, comme beaucoup d'autres, de rejoindre d'autres cieux bleus pour retrouver une paix. Mais d'un autre côté, déserter ce terrain-là totalement, c'est aussi mal faire son travail. Je vais vous donner un exemple d'hier soir tout bêtement. Hier soir, il y a une pseudo-journaliste qui s'appelle Myriam Palomba qui a repris une information d'un réseau Internet d'extrême droite qui disait que le père d'Elisabeth Borne, l'actuelle Première ministre française, avait dirigé un laboratoire qui avait créé le Distilben, qui a été un médicament qui a fait énormément de mal en France. Enfin, il y a eu plusieurs de milliers d'enfants qui sont nés avec des malformations épouvantables. Et le thème, c'était, ben, vous voyez bien, ce sont les mêmes qui nous ont imposé le vaccin anti-Covid, qui, comme chacun le sait, tue tous les jours plusieurs milliers de personnes maintenant, et qui, de toute façon, va détruire tous les gens qui ont été vaccinés. Bref, ce type de discours qui est extrêmement pernicieux. Et les gens le croient immédiatement parce qu'effectivement, les laboratoires Born ont créé, ont été les premiers à créer ce médicament. Mais les laboratoires Born n'ont absolument aucun rapport avec Elisabeth Born. Elisabeth Born, son père, qui s'appelait Bornstein, et qui avait 16 ans au moment où le Distilben a été créé. Donc, a effectivement dirigé un petit laboratoire, mais qui a un tout autre nom, qui n'avait absolument pas la même ampleur. Il n'avait strictement rien à faire là-dedans. Bon, il a fallu que j'aille chercher les documents, que je rappelle à cette pseudo-journaliste qui avait des règles dans le métier et que éventuellement on pouvait vérifier les choses pour qu'elle supprime ce tweet. Il y avait déjà 300, 400 personnes qui disaient mais quel scandale, on comprend tout maintenant, voilà. Ça, c'est un fonctionnement typique voilà. À qui ça profite? C'est la question qu'il faut se poser. C'est toujours au même. C'est essentiellement à l'extrême droite et je dirais plus largement, parce qu'il n'y a pas qu'elle malheureusement, au courant populiste. Courant populiste qui travaille sur le fait de dire vous êtes le peuple, vous avez le droit de savoir et on vous cache tout. Ça, c'est aussi un des thèmes qu'on retrouve dans Mein Kampf, hein. On vous dissimule tout, moi, je vous dis la vérité. Ou le Voilà. protocole de Sion, par exemple. Ou les protocoles de Sion, qui étaient ce fake news absolu, qui est bien antérieur au nazisme d'ailleurs, Mhm. C'est mais pour qu'on ça que présente de nouveau aujourd'hui, qu'on retrouve aujourd'hui à l'extrême droite, présenté comme un livre tout à fait acceptable, et avec une présentation qui va dans ce sens-là, que vous trouvez par exemple sur le site de la FNAC en France. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, ces barrières-là ont disparu. Donc, on a signalé à la FNAC ce qui s'est passé. Je ne sais pas si elle a pris les mesures qu'il fallait, mais on trouvait sur la FNAC un texte où, à aucun moment, il n'était dit que ce texte était un faux grossier ni un livre de propagande. Voilà. c'est-à-dire que ce n'était pas un livre critique, Non, non, c'était une c'est-à-dire une publication traduction, par brute. exemple, et il y a un livre critique Non, sur... non. Non, non, rien, c'était les Non, non, protocoles de Sion, c'était les tel quel. protocoles de Sion, voilà, qui Ah ouais. étaient présentés comme un livre présentant des réalités dont on ne savait pas trop finalement si c'était vrai ou pas, quoi, ce qui est aussi une technique.
conspirationniste assez classique. Comment traduirez-vous aujourd'hui Mein Kampf? Le titre, le titre. Alors, curieusement, il a jamais été traduit, enfin, il a presque jamais été traduit, plus exactement. Dans le monde entier, presque, on a gardé ce titre. Pourquoi? Parce que, on en parlait tout à l'heure, il y a la sonorité, Mein Kampf. Vous voyez, c'est un coup de fouet, hein, c'est vraiment ça. Et je pense que instinctivement ou pas, les traducteurs et les éditeurs se sont dit, il faut garder ça. Il y a juste une version qui a été publiée en France sous le titre Mon combat, euh, qui, qui, euh, qui était une version expurgée, publiée, contrairement à la première édition française, avec l'autorisation d'Hitler, et qui était donc traduite. Mais autrement, tout le monde ici parle de Mein Kampf. C'est systématique. Et est-ce qu'il faut traduire ça? Oui, mais ça serait mon combat, ma lutte, peut-être. Mais le plus intéressant dans ce titre, c'est son sous-titre qu'on connaît mal en France, qui est en allemand, c'est une Abrechnung, c'est un règlement de compte. Et là encore, vous voyez, si vous voulez, c'est le vrai moteur, c'est la rancœur, c'est le ressentiment que Hitler ressent personnellement, hein. C'est un type qui vit sur la rancœur, qui vit sur la haine. Il a complètement loupé sa vie jusqu'à ce qu'il devienne politicien. Il a raté tout ce qu'il voulait faire. Enfin, il a mené vraiment une vie de clochard, de minable. Il a raté sa carrière artistique et il fonctionne là-dessus. C'est-à-dire que lui-même n'est plus que rancœur, que ressentiment. Et donc, ce règlement de compte, c'est aussi finalement le moteur de ce type de mouvement. C'est on va enfin leur régler leur compte. Voilà. À tous les ennemis potentiels, imaginaires. Alors, je vais justement vous poser la question, quand vous parlez de ce mécanisme du discours qu'on retrouve beaucoup dans l'extrême droite, ou même dans la droite, avez-vous des exemples dans la gauche qui utilisent ces mêmes mécanismes, je veux dire? Alors moi, j'ai un gros problème, mais il est pas d'aujourd'hui, mais j'ai un gros problème avec Jean-Luc Mélenchon, très clairement. Je mets pas tout son mouvement dans le même sac. J'ai beaucoup de respect pour des gens comme Ruffin, pour Clémentine Autain, etc. Mais lui, il y a un véritable problème de ce côté-là. On peut prendre un exemple tout récent, hein, qui concerne moi un thème qui, en tant qu'humaniste, hein, pour revenir à ce qu'on disait au début, me touche beaucoup. C'est le problème de la tenue religieuse à l'école. Moi, je suis un vieux cléric, un vieil athée. J'ai toujours prôné la laïcité, hein. Je suis un vieux laïcard, voilà, c'est ce que je voulais dire, comme on dit en France. Je considère que l'école est un lieu justement qui est un sanctuaire où les gens croient ce qu'ils veulent, mais ils ne l'affichent pas. Voilà. C'était exactement la position de Mélenchon en 2015. Il a tenu 2 ou 3 discours virulents en disant c'est une honte, imposer le voile aux jeunes filles, c'est forcé, etc. Qui est un discours qui, moi, je veux dire, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Après, s'ils ont envie de porter le voile, s'ils ont envie ça m'est totalement indifférent. Simplement, j'ai vu de mes yeux, par exemple, en Iran, ce que ça voulait dire que le voile obligatoire, que les tenues obligatoires. Bon. Euh, Ça évolue, les gens décident de s'afficher d'une manière ou d'une autre, ça me dérange pas du tout. Après, dans l'école, il y a un moment où on dit, voilà, là, vous êtes tous pareils, point terminé. La foi, la religion dans l'école publique, elle n'a pas sa place. Les positions de Jean-Luc Mélenchon et de son équipe actuelle, Mathilde Panot, Bernard Silis, etc., sur ce sujet-là, me paraissent absolument insupportables. Je le dis très clairement, c'est du populisme destiné à vraisemblablement enfin, je veux dire, un populisme Attirer, à fin électoraliste, c'est-à-dire il s'agit de rassembler des voix. Je pense que c'est extraordinairement dangereux sur le plan politique. C'est une énorme erreur, gigantesque, qui fait en fait monter le Front National, puisque les gens se disent, bah, vous voyez bien, voilà, il y a des gens ici qui travaillent pour les islamistes et qui voient pas ce qui se passe et ils sont très puissants. Donc, bah, votons pour l'extrême droite. Donc, c'est catastrophique. Et puis, du point de vue moral, c'est absolument aberrant. Enfin, c'est totalement aberrant. Moi, la gauche, ça fait 60 ans à peu près que je suis dedans. On n'a jamais défendu des positions pareilles. Jamais, jamais, à aucun moment. On s'est battu contre l'Église catholique pendant des décennies. C'est pas pour maintenant accepter qu'une autre religion, aussi respectable soit-elle, parce qu'il n'est pas question de respectabilité, il est simplement de question de limite à fixer à la religion dans la société civile. Voilà, ça, c'est des choses qui pour moi étaient totalement établies et qui enfin, entendre les discours que j'ai entendus de ce côté-là, du côté de LFI ces dernières semaines, me terrifie franchement. Et me terrifie doublement, d'abord parce que c'est toujours le camp où je me situe, et il tient un discours que je supporte plus, et qu'ensuite, il alimente électoralement, non pas, contrairement à ce qu'il croit, son parti ou son mouvement, mais le camp d'en face, l'extrême droite,
qui puise là-dedans maintenant, comme avec délice, pour faire grossir ses rangs, faire grossir ses élections, etc. On a eu des élections sénatoriales, on a 3 sénateurs Rassemblement national maintenant, alors qu'il y en avait un qui avait quitté le parti en plus. Voilà, le résultat final, c'est ça. Et il n'y a aucun sénateur LFI élu hier. Donc c'est politiquement grave et du point de vue de l'humanisme, pour y revenir, c'est une erreur, à mon avis, philosophique, mais incroyable, incroyable. Alors, on va aller sur la dernière question. Traduire Hitler va être traduit en espagnol? Alors, en espagnol, je ne sais pas, il va être traduit en allemand. Il y a une adaptation cinématographique qui est en cours. C'est tout ce que j'ai pour l'instant, mais je serais évidemment ravi qu'il soit traduit chez vous. Oui, tout à fait. Et si on vous invite pour une conférence ici à Madrid? Ah ben, je prends mon vélo, je passe les Pyrénées, j'arrive, bien sûr.